La Maleta de Jorge Dorado avec Alvaro Morte, Veronica Echegui et Maria Eugenia Suarez. C'est l'histoire d'un mec qui travaille dans les objets trouvés et qui un jour va tomber sur une mallette qui avait été retrouvée dans un fleuve et restait apparemment plus de 2 ans dedans. Et en ouvrant cette mallette, il va tomber sur le cadavre d'une petite, enfin même d'un bébé, d'un nouveau-né. Et il va décider de mener sa propre enquête, notamment plus ou moins au départ avec l'aide d'une amie à lui, qui travaille dans la police. Et il va donc tomber sur une prostituée qui serait la mère de cet enfant, et de là va vraiment se découler le film, de qui a fait ça, de qu'est-ce qui se passe, etc. Pas grand chose à dire du film, sans plus. Je pensais que ça allait être, quand on voit la bande-annonce, qu'il allait y avoir beaucoup plus d'action et que ça allait être beaucoup plus intense. Et en fait, non, il y a quand même beaucoup de scènes posées. Ouais, les scènes sont vraiment toutes bateau, quoi. Il y a pas d'originalité dedans. Le mec, le personnage principal, le gars il s'est trompé de vocation, hein, parce que t'as l'impression que c'est un mec du renseignement, qui est hyper balèze, alors il a tous les outils pour travailler, trouver ce qu'il veut, il voyage aux quatre coins du monde pour aller retrouver telle et telle personne. Le mec à la base, voilà, il travaille dans son truc d'objet trouvé et ça devient un James Bond, quoi. Donc même ça, je trouve que c'était quand même vachement gros. Et puis oui, le film en soi, on s'emmerde pas devant, mais il y a rien d'intéressant, quoi. Donc je conseille pas forcément le film. L'amour et les forêts de Valérie Donzelli avec Virginie Fira, Melville Poupeau et Dominique Raymond. C'est l'histoire d'une femme donc, qui vit en Normandie, qui a une sœur jumelle, etc., et qui va rencontrer un mec qui a apparemment une connaissance d'enfance, et donc ils vont tomber amoureux, etc., et assez rapidement, le mec va lui dire que pour des raisons professionnelles, il va devoir déménager, et donc ils vont se retrouver dans le nord-est de la France, loin de la sœur jumelle du personnage principal, et en fait, on va voir qu'au fil des années, ils vont avoir des enfants, etc., mais au fil des années, elle va se rendre compte que son mec, en fait, il est ultra possessif, et que ça en devient très malsain, quoi. Cette possession et ce côté malsain va monter crescendo dans le film. Que penser du film ? En vrai, j'ai été un peu déçu. Je m'attendais à mieux, parce que, voilà, l'histoire est intéressante, Virginie Fira, généralement, j'aime bien ses films, et là... déçu parce que en fait il y a rien d'intense je trouve dans le film parce que voilà déjà donc ça raconte un mec donc dans la bande-annonce on se dit oh là là il va être de pire en pire ultra possessif ultra malsain pervers narcissique etc et que ça va devenir entre guillemets grave alors qu'on soit clair dans le film à un moment donné la ligne rouge est passée au moment où lui il devient violent dans le sens où il y a une intégrité physique et c'est illégal et c'est immoral et voilà tout le reste du film tout le début du film on nous montre un mec qui tout simplement jaloux et possessif, point. Et même, je trouve que la réaction de Virginie Fira est surjouée. Elle est dans un état de transe, de malaisance, alors qu'en vrai, c'est juste un mec qui est jaloux, quoi. Et c'est parce que c'est le film qui est fait comme ça, la mise en scène, hein. Dès le début, hein, dès le premier micro-signe du mec, on se dit oulala, elle est dans la merde, mais parce qu'on sait que c'est un film qui va parler de ça et qui est horrible. Mais vraiment, si un ami à vous explique ce cas de figure, avant d'arriver au côté illégal et la violence, etc., ce qu'on voit dans le film, mais des milliers de couples le vivent, et que ça soit des mecs comme des meufs, hein. On aime ou on n'aime pas, hein. Moi je déteste ça, mais il y a rien d'horrible dedans, enfin si vous aimez pas les personnes possessives ou jalouses, vous les quittez et basta. Et là je trouve que pendant tout le film, comment le gars agit, je le trouve totalement normal dans son côté jaloux, donc un caractère que j'aime pas de base, mais au vu de milliers ou même de millions de gens qui sont comme ça, je trouve qu'il y a rien de choquant dans le film. Et même, je le trouve hyper posé, parce que à partir du moment où le personnage de Virginie Fira le trompe, le gars, il le capte direct, et en fait, il essaye de lui faire dire à sa femme, de lui faire avouer son adultère. Et en fait, tout ce moment, cette scène et tout, il y a une énorme pression psychologique du gars, jusqu'à un certain point, il est jamais violent avec elle, il ne la touche pas et tout. Et elle, on la voit dans tous ses états, en mode, elle prend des cachets, elle tombe dans les pommes tellement elle en peut plus de la pression et tout. Mais en même temps, je trouve ça, complètement normal. Le mec se fait cocu, peu importe son caractère, ça peut être un gros con, un gros possessif de base, tout ce que vous voulez, du moment qu'il rentre dans la légalité des choses et qu'il fait rien de mal, il se fait cocufier, et le mec il demande à sa femme de au moins lui dire la vérité, et elle est muette et elle lui dit rien. Je suis désolé, mais moi, ces moments-là, j'étais là, mais en mode, tant pis pour toi, meuf, enfin, à un moment donné, enfin, je trouve que ce film, voilà, il est mal fait, il est mal dosé, parce que le film raconte juste une histoire de couple possessive, à part à la fin, la dernière partie, où là, bien sûr, sinon vraiment le film aurait été nul à chier, hein, sur le coup. Le mec en soi, tout le reste du film, vraiment je trouve qu'il y a rien de ouf, quoi. Enfin, c'est des situations que la plupart des gens, dont moi, vont trouver dégueulasses parce que je supporte pas les gens possessifs, mais
Il y en a, dans ce cas-là, ça c'est un film qui raconte des millions de couples. Donc vraiment, ouais, je m'attendais vraiment à un truc fort, puissant, psychologique, un truc horrible et tout, alors qu'en fait, non, ça raconte une histoire banale, qui se finit mal à la fin, parce que ça en vient à la violence, mais sinon, les 3 quarts du film, on se fait chier, quoi. Donc non, vraiment déçu du film. Fast and Furious 10 de Louis Leterrier, avec entre autres Vin Diesel, Michel Rodriguez et Jason Momoa. C'est la suite des histoires de Toretto et de sa bande, ou devrais-je dire de sa famille, qui n'est jamais tranquille, et cette fois-ci c'est le fils du méchant du Fast and Furious qui se passe à Rio, là où il y a le coffre-fort qui est dévalisé, qui veut se venger tout simplement de la mort de son père, en voulant pas tuer Toretto, mais le faire souffrir en tuant sa famille. J'ai eu très très peur. En fait, le début du film est une purge absolue. Alors je vais d'abord dire les points négatifs. Déjà, donc comme j'ai dit, voilà, le début du film, en fait, on nous montre la scène de barbecue, la scène de repas, les amis qui sourient, qui sont copains, etc., qui sont unis, qui se donnent des phrases bateau. Déjà, tous les dialogues sont à chier dans le film, hein, vraiment, ils puent la merde. Les scènes, ah oui, il faut avoir la foi, t'es mon fils, oh t'es mon père, oh la famille, enfin c'est vraiment mais dégueulasse, ça c'est un niveau collège, vraiment l'écriture des dialogues est de niveau collège. Après je pense honnêtement qu'ils ont fait exprès d'accentuer le côté famille, parce que déjà avec les 2 précédents opus, il y a eu beaucoup de mèmes sur internet qui se moquaient de ça, je pense qu'il y a beaucoup de répliques là-dessus, donc je pense qu'ils ont caricaturé le truc, mais bon, enfin même tous les dialogues sont pétés, sont vraiment pétés. Aussi oui, le fait qu'au début ça fait écho à la scène de fin du précédent Fast and Furious, où on les voit tous contents, en famille, en train de manger. C'est pour montrer qu'il y a la galère pendant le film et ça finit bien à la fin. Là, bien sûr, vu que le film commence comme ça, on se doute que ça va mal terminer. Mais bon, c'est fait avec des sabots, vraiment, c'est dégueulasse. C'était horrible à regarder. Et en fait, c'était accentué par le fait... Alors, j'ai moins fait gaffe pendant la suite du film. Si vous faites attention, il y a un cut toutes les 3 secondes. Maximum. Chaque plan dure entre 1 et 3 secondes. C'est horrible, vraiment c'est épileptique. Surtout je repense à la scène du début avant que l'action commence, et c'est surcuté. En fait, je pense que ça veut donner un effet de rythme, de rapidité et tout, mais c'est dégueulasse. C'est vraiment, mais même un amateur il ferait pas ça, quoi. Vraiment c'est immonde, et ça casse en fait justement le début est joyeux, ça devrait être calme, posé, et là, pam, vous voyez des images, des plans, des contre-champs, mais toutes les 2 secondes, c'est ignoble. Ensuite, pour les scènes absurdes, alors évidemment quand je dis ça paraît improbable, Fast and Furious, ça fait partie, c'est la franchise que je vais voir, où je pose mon cerveau et je me dis, allez, je vais voir des scènes d'action de malade en voiture, rien n'est possible dans ce qui est fait, mais bon, on se laisse prendre au jeu. Mais en fait, là où ça devenait absurde, c'est qu'en fait, même les scènes hors action, hors voiture, sont tout aussi absurdes, en fait. Et du coup, enfin là, j'en ai une overdose. Tellement, en fait, il y avait des incohérences et des absurdités dans le film, c'était un peu too much. Et je vais donner juste un seul exemple, c'est la scène de l'ogive nucléaire, on va dire, de la bombe atomique. Là, vraiment, on est dans un cartoon. Vraiment, c'est un gag. Dans les lois de notre univers, les lois physiques, généralement, quand t'as un objet qui a une certaine vitesse, plus il va rencontrer des obstacles, plus il va rentrer dans quelque chose, plus il va avoir tendance à ralentir. C'est comme ça, c'est quand on rentre dans un objet, notre vitesse diminue. Et donc là, en fait, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que la boule, elle roule, et en fait, à chaque fois, elle cogne des voitures, elle cogne des murs, elle cogne des ponts, en fait, elle cogne tout plein de trucs, mais en fait, ça la fait rebondir, comme si c'était une boule rebondissante. Même au-delà des scènes improbables de voitures, en fait, tout est absurde dans le film, et voilà, ça c'est dommage. Ensuite, quand même, côté positif, déjà, je trouve que voilà, le film s'améliore un peu à la longue. Il y a certaines scènes d'action, mine de rien, qui restent cool à voir, et aussi quelques répliques. Ça arrive, il y a des répliques qui sont sympas. Et bien sûr, de retrouver aussi quelques acteurs, des personnages, c'est toujours cool de les revoir. Mais sinon, voilà, les 2 personnages que j'ai vraiment préférés dans le film, c'est le frère de Toretto, c'est-à-dire le catcheur John Cena, qui, je trouve, est un très bon acteur. J'adore voir ce mec dans les films. Et là, il a un rôle un peu d'oncle cool et drôle, et vraiment toutes les scènes je les trouve vraiment réussies et bien avec lui. Et aussi le méchant, là c'est quand même assez exceptionnel, et surtout pour un blockbuster de type Fast and Furious, qu'un méchant soit stylé. Et là c'est réussi, parce que, alors Jason Momoa je l'attendais pas du tout en tant que méchant, et d'ailleurs j'ai eu très peur dans les premières scènes, je me suis dit mon dieu ça joue extrêmement mal, il va être dégueulasse, et j'ai été surpris par l'angle qu'il a pris ce méchant, à savoir en gros un Joker, parce que globalement il joue le rôle d'un fou, un peu chaotique, qui s'en fout de tout, mais du coup ça lui va très bien, et au final, au fur et à mesure du film, je trouve qu'il le joue assez bien. Vraiment ça fait plaisir de voir un méchant complètement
taré mais déconneur qui prend tout à la rigolade, et voilà, et l'acteur le porte bien, donc ça c'était cool. Donc est-ce que je conseille le film? Pour les fans de Fast and Furious, vraiment faites bien attention à déposer le cerveau avant de le regarder, et par contre pour ceux qui aiment pas, surtout à éviter quoi. Renfield de Chris McKay avec Nicholas Hoult, Nicolas Cage et Awkwafina. C'est l'histoire d'un homme qui, suite à sa relation avec Dracula, va devenir son familier, c'est-à-dire une sorte de servant qui va avoir une certaine puissance des pouvoirs de Dracula, mais qui va être en fait lié comme un maître avec son esclave, et lui servir pour toutes ses tâches, pour lui ramener des gens pour que Dracula boive leur sang, etc. Et ce, à durée indéterminée. Sauf qu'à un moment donné, il va se passer quelque chose de mauvais à Dracula, et étant affaibli, il va devoir compter encore plus sur son servant, son familier. Et sauf que le servant, donc le personnage joué par Nicholas Hoult, va en fait faire des rencontres qui vont le pousser à se détacher en fait de cette emprise que Dracula a sur lui, et à essayer de s'affirmer et à vivre par lui-même. Sauf que bien sûr ça va déplaire à Dracula. Et à côté de ça, il y a une histoire avec l'autre personnage qui joue la flic, qui va essayer de démanteler une famille puissante mafieuse. Bon, clairement, c'est pas le film de l'année, hein. Il y a des choses qui sont sympas dedans. Nicolas Cage, même s'il fait des navets, ça reste un bon acteur, donc il joue bien le rôle de Dracula. Les scènes d'action sont pas trop mal, et puis surtout elles sont bien gore et bien violentes, et ça c'est sympa parce que en soi, s'il n'y a pas cette ultra-violence dans le film, clairement, il serait inutile. Donc voilà, ça a rajouté un petit côté fun, au fait qu'il y ait des démembrements et du sang partout. Mais sinon, voilà, quoi. L'histoire aussi, en soi, elle est un peu originale. On raconte Dracula via son servant. Mais bon, voilà, le film est pas exceptionnel en soi. On n'attend rien pendant la séance, donc pas grand-chose à dire. Si vous kiffez les films de vampires avec beaucoup de sang et Nicolas Cage, allez-y, sinon je pense que vous pouvez aller voir autre chose. La petite sirène de Rob Marshall, avec Noma Dumezweni, Art Malik et Ali Bailey. Donc c'est l'adaptation du dessin animé de Walt Disney, La Petite Sirène. Donc au niveau de l'histoire, c'est exactement la même chose, il y a peut-être des mini détails qui changent, et encore. Le film, pas grand chose à dire, hein, parce que comme toutes les adaptations Disney, ça colle vraiment au dessin animé. Donc après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le dessin animé, c'est autre chose. Mais ce qui est au niveau de l'adaptation, moi de toute façon je les trouve bien faites, généralement les adaptations des Disney, je pense que je les ai toutes vues, et oui, je trouve pas ça dérangeant, et là, oui, c'est bien fait, c'est joli, alors je trouve que ça manque un peu de couleurs, surtout dans l'océan, parce que je m'attendais à avoir plein de couleurs, des trucs assez vifs, et je trouve que c'est assez terne, même quand il y a des endroits un peu gays, donc ça c'est un peu dommage. Sinon après les acteurs ils font leur taf, voilà, ça joue comme il faut, donc rien à dire dessus quoi. Après en soi le film La Petite Sirène, le dessin animé, ça faisait pas partie de mes Disney préférés, donc voilà, j'en attendais rien du film, mais voilà, ça reste exactement la même chose que les dessins animés, donc enfin ce qui concerne les chansons, bien sûr il y a les chansons les plus connues. Et je crois, mais c'est ce qu'ils font à chaque fois dans toutes les adaptations, c'est qu'ils rajoutent une ou deux chansons nouvelles, et là qui sont pas trop mal aussi, donc voilà. Si vous avez aimé le dessin animé et que ça ne vous dérange pas de voir les adaptations, je vous conseille d'aller le voir. Sinon, bien sûr, passez votre chemin. Le Croque-Mitaine de Rob Savage, avec Chris Messina, Sophie Thatcher et Vivienne Lyra Blair. C'est l'histoire tout simplement d'un monstre, hein, d'un croque-mitaine qui s'en prend aux familles et en particulier aux enfants qui sont vulnérables et qui ont généralement subi des drames et qui sont donc fragiles psychologiquement. Et donc là, dans le film, ça nous raconte l'histoire d'une famille avec le père qui est psychologue et ses deux filles, sachant qu'ils viennent de vivre un drame, la perte et la mort de la femme du psychologue et donc de la mère des filles. Il va arriver quelque chose qui fait que le croque-mitaine va s'inviter dans cette maison et va s'en prendre à cette famille. Alors, cette note est particulière dans le sens où je pense qu'objectivement j'aurais mis moins de la moyenne. Parce que si je prends tous les films en général, hein, que je mélange tous les genres,
clairement, oui, ce film vaut moins que beaucoup d'autres films. Mais le problème, c'est qu'en fait, tous les films d'horreur sont merdiques. Sur 10 films d'horreur, il y en a un qui est potable. Sinon, le reste, c'est de la merde. Donc en fait, le problème, c'est que comme ça aussi, c'est un film d'horreur, forcément, il aurait une note de merde. Mais dans la sphère des films d'horreur, je trouve qu'il s'en sort pas trop mal. Dans le sens où, forcément, vous retrouvez tous les clichés immondes dont on sature dans les films d'horreur, notamment dans le fait que les gens dans les films d'horreur sont toujours illogiques. En fait, la cohérence, la cohérence psychologique dans les films d'horreur n'existe pas. Et ça devient vraiment relou. Mais à côté de ça, il y a quand même, je trouve, des efforts de mise en scène qui sont pas mal. Moi je trouve qu'il y a des scènes qui ont quand même bien marché sur moi, des petites scènes d'angoisse et tout ça, notamment avec la petite fille. Ça c'est quand même positif. Les acteurs aussi jouaient bien quand même. Le monstre en soi, c'est une nouvelle façon de présenter un monstre qui est plus ou moins original. Donc voilà, le film est pas dégueu en soi. Pour ceux qui kiffent les films d'horreur et tout ça, bah là sur le coup je vous le conseille parce que je pense que voilà vous serez pas déçus, il fait le taf. Mais voilà, à côté de ça, faut pas chercher des choses nouvelles ou espérer qu'il n'y ait pas des choses agaçantes dedans parce que ça on pourra pas y échapper malheureusement. Omar la fraise de Elias Belkedar avec Reda Kateb, Benoît Magimel et Myriam Amiar. C'est l'histoire d'un bandit, braqueur, dealer, qui en fait va avoir des gros soucis judiciaires en France et qui décide d'aller s'exiler en Algérie, avec notamment un pote à lui qui trafique aussi là-dedans. Et donc en fait son pote lui dit que s'il retourne en France, il va se faire automatiquement choper et aller en prison, donc il est obligé de plus ou moins finir sa vie en Algérie. Lui, de son côté, il déprime un peu, parce qu'alors bon, ils ont, avec l'argent de la drogue et tout ça, ils ont un bel endroit où vivre, etc. Mais on sent que c'est un peu la dèche, quoi, il s'emmerde. Donc son pote reste vivre avec lui. Et voilà, ça raconte un peu ça, la vie de ce mec, de Omar, qui glande plus ou moins en Algérie. Honnêtement, je pourrais pas décrire plus le film, parce qu'en fait, c'est un film où il ne se passe absolument rien. Comment dire ? En fait, il n'y a pas d'histoire, l'histoire est pas du tout intéressante dans le film, mais les scènes, chaque scène est bien. Enfin, chaque scène est cool, quoi. C'est vraiment un film, c'est la première fois que ça me fait ça. Les acteurs sont bons, j'adore Benoît Magimel, les deux autres acteurs aussi jouent bien. Les scènes sont cool, elles sont pas nulles, elles sont sympas à regarder. Mais mis bout à bout, le film en entier n'a aucun sens, quoi. Il y a pas de but. Même pendant le film, je me demandais, ok, il va se passer quoi ? C'est quoi l'élément déclencheur ? Quel va être leur but, etc. Il y a pas. En fait, on suit sa vie à partir du moment où il est en Algérie, et on le suit jusqu'à la fin du film, quoi, jusqu'à un certain moment de sa vie, mais il y a rien qui t'emmène dans le film. Donc ouais, particulier comme film. Il y a pas d'histoire, j'aurais pu me faire chier, et heureusement que les jeux d'acteurs sont intéressants dans les scènes, que ça passe, quoi, mais sinon, oui, le film en soi, je trouve qu'il a pas d'intérêt, quoi. Donc voilà, si vous aimez, je sais pas, les acteurs, ou si vous êtes curieux, allez le voir. Hawaï de Mélissa Drégillard avec Bérénice Bejo, Élodie Boucher, Manu Payet, Nicolas Duchauvel, entre autres. C'est l'histoire d'un groupe d'amis qui se retrouvent tous les ans à Hawaï parce qu'un de leurs amis vit là-bas. Ils ont chacun leur famille, il y en a qui ont des enfants, tout ça. Ils passent de bons moments, sauf que cette fois-là, il y a une alerte au missile, donc toute l'île d'Hawaï est en alerte. Et donc le film commence comme ça, où t'as ce groupe de potes qui n'a nulle part où se cacher, qui a pas d'endroit et tout ça, et du coup ils décident de rester dans le bar en fait et de discuter entre eux pour leurs derniers instants. Et en fait, ça va vite déraper, ils vont se dire des vérités qui font mal. Et donc on se rend compte que le missile était une fausse alerte. Et donc voilà, le film va partir là-dessus. Ils vont rester pendant le séjour ensemble, mais comme ils savent toutes les vérités qui sont dites, tout ça, il va y avoir des tensions. Le film est pas trop mal. Alors j'ai pas regardé la bande en son entier, mais en voyant juste le début, je me suis dit ouais, l'idée peut être vraiment cool, et du coup je m'attendais quand même un petit peu à mieux. Il y a certaines idées qui sont sympas, les scènes prennent leur temps des fois, mais voilà, il reste agréable à regarder. Il y a quelques idées sympas, notamment aussi, il y a un personnage aussi qui fait quelque chose pendant le début du film. Et je trouve ça intéressant, il y a certaines scènes avec lui que j'ai bien aimé, de comment il va gérer ça. Et sinon, après, voilà, c'est quand même un peu vu et revu, ces histoires d'amis qui se déchirent en se disant des vérités, tout ça. Il y a certaines scènes qui sont quand même pas mal faites, et puis je trouve qu'on voit quand même qu'il y a une cohérence au niveau de l'amitié, en fait, entre les personnages, on y croit, donc voilà, sur ça, c'est pas mal. Il y a des moments où, bien sûr, on sourit, on rit. Il y a aussi quelques moments un petit peu émouvants quand même. Mais voilà, le film n'est pas non plus exceptionnel.
Les Gardiens de la Galaxie volume 3 de James Gunn avec Chris Pratt, Zoé Saldana et Dave Bautista entre autres. Donc c'est la suite des aventures des Gardiens où cette fois-ci l'histoire va se concentrer sur Raccoon, le raton laveur. On va donc connaître ce qui lui est arrivé, on va voir son enfance, ce qu'il a subi. Le méchant principal du film, ça sera cette espèce de mec qui se prend pour Dieu à vouloir créer des nouvelles espèces, va en fait vouloir récupérer Raccoon qui s'était échappé des années auparavant. Je suis mitigé sur le film dans le sens où oui c'est pas mal, le film est toujours très beau. Bon, les musiques sont cool aussi, sont quand même beaucoup plus connues que je trouve que les musiques des précédents volumes. Mais bon, voilà, c'est toujours cool. Quoi qu'il y a certaines musiques, même que j'adore, je trouve qu'elles allaient pas trop dans le moment des scènes dans le film, donc ça c'est un détail. Après, en ce qui concerne le film en lui-même et l'histoire, je l'ai trouvé vraiment axé pour les enfants. C'est vraiment l'amitié, les meilleurs amis du monde, on est les copains pour la vie. Non seulement l'histoire de Raccoon quand il est petit, c'est vraiment très bisounours. Alors bien sûr, c'est une histoire tragique, hein, on s'attend tous ce qui va arriver, mais c'est quand même très kikou comme c'est traité, même les autres aventuriers en général. Alors moi j'aime les Gardiens de la Galaxie, je trouve qu'ils font partie des meilleurs Marvel, mais je trouve qu'ils ils ont poussé, c'est un peu les... Bon, c'est pas du tout le même niveau que Thor, hein, mais là où justement Thor Ragnarok avait été super, le Love and Thunder, ils ont poussé à l'extrême le côté fun et humour, et du coup c'est devenu dégueulasse. Et là, sans que ça soit dégueulasse, je trouve qu'ils ont poussé un peu plus loin le curseur justement du cool qui faisait les Gardiens de la Galaxie. Même les scènes comiques avec Drax et Mantis, qui dans le 2, je trouve que c'était passé trop bien. Là, je trouve que c'était un poil poussé, et ouais, enfin moi j'ai vraiment ressenti ça, de voir un Disney en fait, un vrai Walt Disney pour enfants. Donc c'est ça que je trouve un peu dommage dans le film. Parce que même en soi, le méchant du film, on s'en fout un peu, hein, en vrai. Au moins, ouais, c'est pour connaître son passé à Raccoon, quoi. Ce qui est sympa, c'est le traitement de Gamora, parce que j'avais peur qu'il tombe un peu dans la facilité, dans le bisounours, quoi, mais du coup, là, comme c'est fait comme elle est traitée dans le film, je trouve que c'est pas trop mal. La fin, un peu déçu aussi, des raisons en plus qui font qu'il se passe ça dans le film. Donc ouais, en soi, assez mitigé le film. Il est pas nul, il est pas mauvais, mais vraiment mitigé. L'île rouge de Robin Campillo avec Nadia Tereshkevitz, Kim Gutiérrez et Charlie Vozell. Ça raconte l'histoire de plusieurs familles qui vivent à Madagascar pendant l'époque post-coloniale. Ça se passe, je crois, entre 1972 et 73. Au moment où justement les Français doivent quitter l'île pour retourner en France, de manière plus ou moins forcée, hein, par le gouvernement malgache. Et donc voilà, on va suivre un peu ce qui se passe au sein surtout d'une famille en particulier, et qui va plus ou moins basculer vers la fin du film, vers un point de vue malgache. Déjà, je ne m'attendais pas à ce genre de film. J'avais vu juste un court extrait de la bande-annonce et je pensais que on allait... Alors je ne connais pas l'histoire justement de Madagascar, surtout en plus je savais que c'était catégorisé comme un drame, donc je savais que ça parlait de l'histoire de Français qui allaient plus ou moins être expulsés de force de Madagascar et donc qui allaient devoir quitter le pays, mais je pensais que ça allait se faire de manière violente, qu'il allait avoir quelque chose de dramatique, au sens où on l'entend, alors qu'en fait, non, il se passe rien de tout ça. On suit vraiment la famille pendant quasiment tout le film, d'une famille particulière, avec donc le père militaire, donc en fait cette famille qui vit dans une base militaire, la mère, ses amis, puis même les enfants, notamment un en particulier, qui se lie d'amitié pour une petite fille qui a des parents qui sont français aussi, mais d'origine asiatique. Et en fait, donc voilà, on suit juste leur façon de penser, leur façon de vivre, etc. Donc en fait, le film est très intéressant là-dessus. Je trouve que les scènes, elles sont super bien faites. Les scènes de famille, quand ils sont à table, quand ils sont dans la salle de bain et tout ça, je les trouve vraiment vraies, et les acteurs jouent tous très bien. Mais malheureusement, à la fin, je trouve que ça traîne un peu en longueur. Voilà, moi je m'attendais quand même à ce que ça finisse entre guillemets plus ou moins mal, alors qu'en fait, même à la fin, où on nous explique qu'ils doivent partir, mais voilà, tout se passe dans le calme et tout ça. Et donc en fait, voilà, je reste un peu sur ma faim, et du coup, justement, cette dernière partie, elle est focalisée, donc comme je disais, sur les Malgaches, mais ce passage je le trouve pas super intéressant, donc et je trouve que voilà, le film il termine pas de la meilleure des manières. C'est juste ça qui est un peu dommage, mais sinon, une grande partie du film, les scènes j'ai trouvé très intéressantes, où on a vraiment l'impression d'y être, quoi, d'être avec cette famille. Et voilà, franchement, j'ai bien aimé comment jouait le petit garçon avec la petite fille, comment jouait le père avec la mère. Faut pas s'attendre à un film vraiment dramatique où il va se passer forcément quelque chose à la fin. Mais si on a envie de suivre ces gens-là sur comment ça se passait à cette période, leurs pensées, etc.,
et que vous avez envie de voir tout simplement des bonnes scènes bien jouées avec des bons acteurs, bah voilà, vous pouvez aller voir ce film. Sick of Myself de Christopher Borgli avec Christine Kujastor, Eric Sater et Feni Vagar. Donc désolé pour la prononciation des noms norvégiens. C'est l'histoire donc d'une jeune femme qui vit avec un artiste qui a une petite renommée quand même locale, ou régionale en tout cas, et qui vit dans son ombre. Et elle, en fait, c'est une mythomane qui raconte vraiment que des conneries, qui aime se raconter des histoires, et surtout qui a un certain penchant narcissique. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que tout soit concentré vers elle, il faut que les gens prennent soin d'elle, fassent attention à elle, etc. Et donc en fait, comme sa pathologie, elle est exacerbée par rapport au fait qu'elle vit avec un artiste où tous les regards sont posés sur lui, et en plus ça arrange pas parce que sur le coup, même son mec, je trouve qu'il est un peu à l'ouest par rapport à elle, hein, il s'en fout un peu, j'ai l'impression. Donc ça fait que ouais, elle se sent vachement seule, isolée, et donc en fait elle va tout faire pour se faire voir en fait et se faire remarquer, et jusqu'à ce qu'elle trouve à un moment donné des médicaments qui ont des sales effets secondaires, notamment sur la peau. Et elle va avoir l'idée de s'en prendre plein pour être complètement défigurée et qu'on prenne soin d'elle et qu'on la regarde, qu'on la remarque, etc. Le film est pas mal, c'est en tout cas une histoire originale, donc voilà, ça fait plaisir à regarder. En plus c'est norvégien, donc ça change un peu. Puis ouais, l'histoire de cette femme est complètement tarée, quoi. Alors bon, il fait 1h30, mais par contre je les ai quand même sentis passer, quoi. Donc dans le film il se passe pas 10 000 trucs, quoi. Donc ça c'est un peu dommage. Et puis aussi ce que j'ai trouvé étonnant, c'est que le film est noté comme comédie dramatique, sachant que je crois que dans la bande-annonce, c'est même dit comme une comédie, quoi. Et déjà rien que la bande-annonce, je me disais, c'est un peu bizarre que ça soit une comédie. Même s'il y a des choses drôles, moi je le verrais plus comme un drame comique en fait. Au début on va rigoler d'elle, on va rigoler des trucs qu'elle fait, mais en étant objectif, si c'était pas un film, personne ne rigolerait à ce qu'elle est en train de faire. Et c'est quand même très très grave, elle a vraiment une pathologie sévère, non seulement la mythomanie, mais en plus de ça, de se bousiller la santé juste pour être remarqué. Enfin, au final, c'est très dramatique et très grave. Donc voilà, on rigole de temps en temps, enfin en tout cas on sourit dans le film, parce qu'il y a des choses un peu drôles, mais le fond du film est quand même dramatique. Donc voilà, si vous avez envie de voir une histoire originale un peu loufoque, qui mélange comédie et drame, je vous conseille ce film. Spider-Man Across the Spider-Verse, de Joaquim Dos Santos, Ken Powers et Justin Thompson, avec les voix de Stephen Bach, Shamek Moore, Shireen Boutella, entre autres. C'est la suite des aventures de Miles Morales, donc le Spider-Man afro-américain, qui a résolu la brèche du multivers dans le premier opus, mais qui se retrouve plus ou moins tout seul donc, dans sa vie, et notamment loin de la Spider-Woman qu'il kiffait ou qu'il aimait, je sais plus son nom. Sauf que là, il va faire la rencontre d'un nouveau méchant qui s'appelle La Tâche, et qui apparemment, ça serait à cause donc de ce Spider-Man-là, de Miles Morales, qui aurait eu cette espèce de pouvoir de traverser un peu, de se faire des failles spatiales. Et donc voilà, ça va être un peu son némésis du film. Et à côté de ça, on apprend qu'il y a une équipe spéciale de Spider-Man qui s'occupe en fait d'aller d'univers en univers pour réparer les brèches ou les anomalies en tout cas causées par, je pense, le premier opus du film. Et on va retrouver donc un peu les personnages qu'il y avait dans le 1, avec de nouveaux personnages, de nouveaux Spider-Man. Le film est juste excellent. L'image, elle est juste parfaite. J'ai jamais vu un dessin animé aussi beau que celui-là. Et je mettrais peut-être à égalité la série Arcane, qui est sur Netflix, que j'ai trouvé magnifique. Mais ouais, ce Spider-Man, le dessin animé, il est juste magnifique. Enfin, l'originalité qu'il y a dans les différents Spider-Man, mais même tout ce qui est décor, les scènes d'action, enfin vraiment, tout est parfait dans le film. Et visuellement, il n'y a absolument rien à dire. Puis ça reste lisible, même si ça va dans tous les sens et tout, il y a une certaine lisibilité. Et c'est juste magnifique. À côté de ça, le scénario, je suis désolé, mais il est 1000 fois mieux que les Marvel qu'on a en ce moment. Enfin, c'est un dessin animé, il faut une claque royale à tous les Marvel. En plus, là, il y a une méga comparaison à faire entre ce Spider-Man où ça se passe dans le multivers, et le Spider-Man qu'il y a eu, c'était No Way Home, mais qui était une pure daube. Une daube de fanservice, bien sûr, tout le monde a kiffé parce qu'ils ont vu les anciens Spider-Man, et les gens décérébrés, malheureusement, ils ont juste besoin d'avoir de la nostalgie pour aimer quelque chose, alors que le film est objectivement de la merde, il est vide scénaristiquement, alors qu'il y avait des choses magnifiques à faire dedans, il y avait
avait une infinie de choses à faire. Et après, pareil, il y a Doctor Strange Into the Multiverse, qui lui, je l'ai préféré, je l'ai trouvé quand même un peu mieux élaboré, mais c'est pareil, il n'arrive pas à la cheville de ce Spider-Man. Là, ouais, au niveau scénario, l'histoire et tout ça, les cohérences et tout, enfin vraiment super bien fait. Enfin, voilà, s'il y avait un petit bémol, parce que forcément, voilà, il n'y a pas de note parfaite, mais je mettrais peut-être, voilà, les trucs qu'on a vus et revus, c'est tout simplement le côté la famille, oui, je dois vous sauver, sauver l'un ou sauver le monde. Enfin, ça, c'est quand même assez cliché, vu et revu. Et toutes les scènes avec les parents et tout, ça c'est un peu redondant quoi. C'est vraiment le seul petit bémol. Mais ça reste quand même bien fait. Vraiment, je vous conseille absolument d'aller voir ce film, que ce soit seul, entre amis ou en famille. Les grands comme les enfants, enfin franchement ça va plaire à tout le monde. Visuellement une claque et voilà, l'histoire est pas nulle quoi. Et franchement ça élève le niveau de Marvel, hein, parce qu'il faut un dessin animé pour élever le niveau quoi. Donc voilà, à voir.